Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire 2022. Lancez votre projet de gestion de la relation citoyen et moderniser la relation avec vos usagers. Donc pour ce webinaire, nous aurons Vincent qui fera la première partie avec la présentation, puis Caroline qui passera à la démonstration. Comme à chaque fois, je vous invite à poser vos questions via le chat. Nous y répondrons en fin de présentation. Bon webinaire à tous. Vincent, à toi. Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, déjà, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour effectivement, on va vous présenter la solution Citizen. Donc avant cela, je vais vous présenter quand même rapidement Efalia. Il y en a beaucoup parmi nous qui nous connaissent déjà, mais il y a peut-être aussi des prospects qui ne nous connaissent pas. Donc c'est l'occasion aussi de présenter rapidement la société Efalia. Et puis ensuite, je passerai la main à Caroline qui va vous faire la présentation de Citizen. Voilà, donc rapidement, donc Efalia aujourd'hui, on est toujours un éditeur, donc ça fait 40 ans effectivement, c'est important. On va fêter cette année nos 40 ans. On est éditeur de logiciels sur le secteur public, sur tout ce qui est dématérialisation. Donc on s'adresse aussi bien aux conseils départementaux, aux mairies, aux coms d'agglo, aux comités de communes, toutes communes confondues. Voilà, donc les indicateurs importants quand même à retenir, c'est qu'effectivement on fait un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. On est en progression là depuis de nombreuses années. C'est boosté bien sûr par tout ce qui a été période de confinement, puisque qui dit confinement dit télétravail. Donc il faut forcément avoir des outils pour travailler effectivement à distance. Et justement, Efalia a des solutions dans ces secteurs d'activité. Voilà, donc on a plus de 100 000 utilisateurs, ce qui est quand même non négligeable de connecter en permanence sur nos outils. Et on est très attaché à réinvestir 20% du chiffre d'affaires effectivement dans la recherche et développement, avec notamment tout ce qui est nouvelles technologies comme intelligence artificielle. Ensuite, donc, on est éditeur de solutions, donc comme je disais, sur le secteur public. On a plusieurs solutions à commercialiser aujourd'hui. La solution phare, on va dire, c'est la gestion électronique de documents, donc c'est la GED Multigest. Pour information, elle est présente dans plus de 80 conseils départementaux. On est capable de vous accompagner aussi sur des solutions d'éditique, sur des solutions de business process management via notre solution Worky. Donc ça, c'est pour faire circuler des documents au niveau des processus. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé la dématérialisation à la source, donc des solutions de portail GRC, GRU, et en back-office, pouvoir bien sûr traiter les demandes. Et enfin, on est capable également de vous accompagner sur de la signature électronique, en sachant que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà bien sûr une solution de parapheur, que ce soit du e-parapheur de Libriciel ou du Xparaph, ou d'autres solutions de parapheur. C'est pas pour concurrencer ces solutions-là déjà existantes que vous utilisez, c'est pour faire de la validation de documents à travers notre outil de multigeste, sans forcément aller dans un autre outil. Donc ça, on aura l'occasion de vous présenter ça dans un autre webinaire. Ensuite, donc j'ai souhaité quand même vous montrer un petit peu le panel, l'étendue des clients qu'on peut avoir. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de clients dans les ministères, justement avec notre solution Citizen. On a une très belle référence qui est le Palais de l'Élysée pour la gestion du courrier, justement avec la solution Citizen. Et puis vous voyez également parmi nos clients, donc c'est une petite partie de nos clients, il y a bien sûr des CDG, on est très présent dans les CDG, mais également des villes, des conseils départementaux, des comités de communes, donc tout un panel de clients sur le secteur public. Alors, donc vos défis aujourd'hui, effectivement, qui dit solution de GRC, GRU, le but de toutes ces solutions-là, c'est bien sûr d'améliorer vos relations, parce qu'elles sont plus plurielles, vos relations avec vos usagers. Donc ça, c'est le défi, et c'est pour ça qu'on va voir comment, effectivement, la solution Citizen peut répondre et relever ce défi. Donc aujourd'hui, dans votre quotidien, sauf si vous avez déjà une solution de GRC, GRU, vous êtes confronté quand même, c'est souvent le cas, à avoir un applicatif souvent par chaque démarche, de nombreuses saisies dans vos différents services. Ce qu'on rencontre énormément, c'est que vous avez beaucoup de contacts, ce qu'on appelle les contacts multicanaux.
Donc, plusieurs canaux d'entrée, ça peut être les mails, ça peut être une personne en présentiel qui vient se rendre à la collectivité, ça peut être un appel téléphonique. Et également, donc, comme je disais, les usagers également qui se déplacent directement pour faire des demandes. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment les flux multicanaux. Et les problématiques rencontrées par rapport à ça, pour l'usager, bien sûr, lui, ce qu'il veut, c'est quand il fait une démarche pour savoir où en est l'état de sa démarche. Des fois, s'il n'a pas de visibilité sur le retour pour savoir si sa demande est en cours de traitement, il va effectuer plusieurs relances. Et pour la collectivité, donc pour les agents qui traitent l'information, il peut y avoir aussi un risque de perte d'information. Si effectivement on ne centralise pas l'information à un endroit, on ne sait pas forcément ce qui s'est passé sur la demande. Et on peut avoir aussi une manque de vision transversale des interactions. S'il y a plusieurs demandes qui sont faites auprès de différents services, et avec Citizen, vous allez voir qu'on peut centraliser l'information. Donc, effectivement, la solution Citizen, elle est plus proche des usagers, comme vous allez pouvoir le voir, grâce bien sûr au portail. Donc, à travers ce portail, comme vous montrera Caroline, on peut faire déposer des demandes via des formulaires. Et en back-office, les agents vont pouvoir traiter ces demandes-là. Et bien sûr, naturellement, l'usager pourra voir l'évolution de son traitement sur son espace. Donc, Citizen, effectivement, c'est une solution qui est prête à l'emploi. Donc, c'est à la fois un outil au service des usagers, des agents et bien sûr et des élus. On a déjà aujourd'hui, alors c'est un petit peu un système communautaire, c'est qu'il y a déjà plus de 100 téléservices qui sont disponibles. Disponibles pour les clients qui font l'acquisition de Citizen. Donc, même si vous faites une acquisition de Citizen sur une solution, vous pouvez très bien aller piocher dans ce catalogue de plus de 100 téléservices pour ensuite, bien sûr, les adapter à votre charte graphique. Donc, de toute façon, on fait les formations pour effectivement que vous soyez autonome sur le sujet. Et ces téléservices-là sont gratuitement accessibles avec la solution Citizen. Et en back-office, l'important, c'est qu'effectivement, chaque agent qui va traiter les demandes puisse disposer d'un tableau de bord pour voir où en est le traitement de telle demande, de telle personne. Il y a bien sûr des workflows aussi d'instruction, parce qu'on fait circuler des documents et de l'information à travers Citizen. Et bien sûr, on tient à jour, on tient informer l'usager pour savoir où en est, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour savoir où en est l'état de sa demande. Et on peut mettre à disposition aussi un calendrier des prises de rendez-vous à distance, et pour les communes également qui le souhaitent, des paiements en ligne. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'effectivement Citizen, c'est un guichet unique et une vision 360 des demandes, donc ce qu'on appelle les flux entrants. Voilà, donc c'est bien sûr, ça c'est important, donc on est bien sûr labellisé France Connect et bientôt France Connect Plus. On est aussi agréé, on est une des seules solutions de GRC à être agréée par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc ça, c'est un gage de sécurité pour nos clients. On a bien sûr une interface usager qui est personnalisable. On va s'adapter à la charte graphique de votre organisation. Donc, on a aussi un portail de téléservices accessible en mobilité, donc que ça soit via des smartphones, des tablettes ou un PC. Et l'usager va se créer donc un espace dans lequel il va pouvoir aussi déposer ses documents. Donc ça, Caroline vous le montrera, puisque s'il initie une démarche et qu'on lui demande tel justificatif, pour une autre démarche, il aura déjà son formulaire qui sera dans son espace sécurisé. Et donc ça, c'est côté usager. Et côté, effectivement, pour les agents, eux, ils vont pouvoir se créer rapidement et facilement des nouvelles démarches. C'est bien sûr intégré avec votre système d'information. Le but, effectivement, c'est une fois que la demande a été déposée par l'usager, c'est de pouvoir instruire cette demande-là à travers le portail en back-office. Et bien sûr, c'est de pouvoir également échanger des informations s'il y a besoin d'avoir des pièces complémentaires, de pouvoir solliciter l'usager en disant voilà, il me demande tel document. L'usager renvoie le document en question et on l'intègre ensuite directement dans Citizen. Et on peut également, à travers la solution, signer électroniquement les documents sortants.
Donc, soit les pousser directement vers votre parapheur existant et ensuite ces documents reviennent dans Citizen pour être poussés sur le portail. Ou alors, si vous n'avez pas de parapheur, on peut très bien signer ce qu'on appelle du ex-RGS 2 étoiles avec Citizen. Donc, les apports, effectivement, de la GRU, une fois qu'on a mis en place un portail, ben, les apports sont nombreux. On va retrouver donc un portail unique pour l'ensemble des demandes des usagers. Donc, il n'y aura qu'un seul point d'entrée qui sera un portail, où là, tous les usagers pourront faire autant de demandes qu'ils souhaitent. C'est une solution entièrement paramétrable. Alors ça, c'est un point important. On est une solution qui est vraiment interopérable. J'ai notamment le conseil départemental de la Marne qui, avant de retenir Citizen, avait fait un benchmark de toutes les solutions existantes de GRC, GRU. Et finalement, ils ont pris notre solution parce que c'est vraiment une solution qui est vraiment interopérable. On fait vraiment un transfert de compétences où vous soyez au maximum autonome. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette solution-là. Et ensuite, bien sûr, on peut, l'usager et l'agent voient le statut d'avancement aussi en temps réel du demande de l'usager. Quelque chose qui est très important aussi, il faut savoir que Citizen, on peut le considérer aussi comme un CRM, puisqu'on va se constituer vraiment un référentiel unique des usagers. Et Caroline, ça vous insistera sur ce point-là. Dans Citizen, on parle de notion de casquette. Elle va vous expliquer ce que c'est, ça c'est très important. Et ensuite, ben, effectivement, les demandes qui auront été intégrées à la plateforme, on va bien sûr gérer les habilitations pour savoir qui a le droit de répondre à l'usager, avec bien sûr un fort niveau d'habilitation et de sécurité. Voilà donc les bénéfices de travailler effectivement avec Citizen. Bah, c'est vraiment une solution qui est simple à prendre en main, qui facilite vraiment les échanges entre les usagers et les organisations. Donc rapidement, bah, on en a déjà parlé. Pour l'usager, donc il y a un guichet d'accès permanent et unique, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut faire des demandes. L'usager va avoir le suivi de ses demandes, il sait exactement où ça en est. Il peut gérer aussi avoir des prises de rendez-vous en direct. Pour l'utilisateur en interne, bah, effectivement, on va centraliser les informations, donc les flux multicanaux vont être centralisés dans Citizen, donc c'est un gain de temps forcément pour les agents qui vont traiter les informations. Il a une vision aussi transverse sur toutes les demandes qui ont été faites par un usager. Et bien sûr, on va réduire également les erreurs puisqu'on n'a qu'un point d'entrée qui est Citizen. Et pour la direction, bah, on peut avoir des outils de pilotage pour savoir le nombre de demandes qui ont été initiées, combien sont en cours de traitement, etc. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec Caroline qui va vous présenter la solution. Et comme a dit Renlor précédemment, si vous avez des questions, bah, on y répondra en fin de webinaire. Voilà, merci pour votre attention et je passe la main à Caroline. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, on voit ton écran. Oui, tout à fait. Sur Webikeo ou sur le portail, sur Citizen? Sur Citizen. Parfait. Parfait. Alors, allons-y. Donc, je vais essayer de passer relativement rapidement sur la démo pour avoir quelques minutes pour vous parler du lancement d'un projet, en fait, de mise en œuvre de GRU ou de téléservice. Donc, je vais tout de même commencer bien évidemment par l'interface portail, puisque donc Citizen pour la GRC GRU, comme le disait Vincent, c'est l'acquisition des demandes des usagers de la collectivité par plusieurs canaux pour le traitement dans un back-office. Et l'un de ces canaux particulièrement visible et offrant des opportunités en matière de rationalisation, de gains de temps, etc., et de gains d'efficacité sur le suivi des demandes, c'est le portail. Donc, le portail, c'est une interface pour proposer aux usagers des formulaires qu'ils vont pouvoir transmettre à la collectivité et qui vont être instruits en back-office. Pourquoi j'ai ce petit truc-là? Voilà. Donc le portail, il se présente comme ceci. C'est une interface avec
personnalisable dans certaines limites, hein, c'est-à-dire où on va pouvoir ajouter un bandeau, un texte éventuellement d'accueil, et surtout où on va pouvoir proposer un certain nombre de formulaires rangés par catégorie. Donc là, par exemple, pour une mairie, on va avoir, enfin, on a un petit peu imaginé les catégories suivantes, donc état civil et citoyenneté, famille et solidarité, action sociale, etc. Dans chaque catégorie, on va avoir un certain nombre de formulaires qui vont être proposés, quelques-uns sur l'accueil et puis éventuellement des formulaires supplémentaires. Voilà, j'ai un formulaire de test, tiens, qui s'est fourré dans la liste, des formulaires supplémentaires sur la liste complète. Donc l'usager va pouvoir accéder à ces formulaires, il va pouvoir les renseigner soit directement, soit en se créant préalablement un compte. Et là, vous voyez que tous nos petits formulaires, ils sont en fait, ils sont verrouillés, ils ont un petit cadenas. C'est-à-dire que l'usager, s'il veut lancer un formulaire, on va lui dire: «Attention, il faut d'abord vous créer un compte». Donc, on va se connecter. Alors je vais changer d'ambiance, si j'ose dire. Je vais me mettre sur mon petit portail de test où j'ai des démarches très courtes parce que, ça nous permet de gagner du temps et d'éviter de saisir une démarche entière. Donc vous voyez, c'est exactement le même principe sauf que, c'est des démarches de test, raccourcies, à dessein, et je vais me connecter avec mon utilisateur de test préféré. Vous notez au passage que je peux bien me connecter donc avec France Connect. Donc l'organisation cliente qui souhaite que ses usagers puissent se connecter avec France Connect se fait connaître en fait de France Connect, reçoit un token, enfin des éléments à mettre sur le serveur, et ensuite on peut s'appuyer donc sur ce service comme fournisseur d'identité. Alors moi j'ai un utilisateur un peu habituel que je vais utiliser pour l'occasion. Donc me voilà connectée. Par rapport à quand je suis pas connectée, j'ai grosso modo le même accueil, c'est-à-dire la même liste de démarches accessibles, mais je vais avoir des informations en plus, notamment, alors j'ai l'impression que c'est un peu trop dézoomé et qu'on voit rien. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Notamment les fonctionnalités un petit peu standards de gestion du compte. Donc, je vais pouvoir gérer les informations de mon compte, ajouter une adresse mail ou autre. Les informations, enfin mes informations de connexion, donc pour pouvoir changer mon mot de passe, changer mon courriel de connexion, et puis vérifier mes dernières connexions au cas où je soupçonnerais que quelqu'un d'autre se sert de mon compte. Et donc voilà, j'ai ces fonctionnalités un peu standards. J'ai un petit porte-document. Alors le porte-document, c'est vraiment pour déposer des justificatifs dont je me resserre régulièrement. C'est pas forcément ces justificatifs ne sont pas mis en tant que tels à la disposition de l'administration. Mais je vais pouvoir aller les chercher commodément dans un formulaire pour les envoyer à l'administration. Pour les usagers qui vont faire des démarches depuis leur téléphone portable, par exemple, c'est plus pratique pour eux s'ils ont enregistré leur justificatif dans le porte-document. Cela dit, rien ne les y oblige. Donc, mon usager va vouloir faire une démarche. Donc, il a aussi les informations sur ses dernières activités finalement sur le portail. Donc, les événements sur les demandes qu'il a déposées, les brouillons qu'il a en cours, donc les demandes qu'il a commencé à renseigner et qu'il n'a pas terminé de renseigner. Donc, pour peu que l'usager soit connecté, on conserve ces brouillons pendant un certain temps, de façon à ce qu'il puisse les mener à bien. S'il n'est pas connecté, s'il n'a pas créé de compte, on n'a évidemment pas le moyen de conserver ces brouillons puisqu'on n'a pas de lien avec la personne, donc on ne peut pas lui reproposer. Et puis, donc, on lui permet également, bien sûr, d'accéder aux demandes qu'il a déjà déposées. Alors, si je veux me lancer sur une demande, dans mes démarches exemples là, j'ai par exemple l'exemple d'une démarche que je fais en tant que parent. Alors, cette idée de faire des démarches en tant que parent, c'est derrière l'idée que vos usagers, ils vont vous parler à différents titres, comme dirigeant d'une association, par exemple, comme effectivement comme parent d'un enfant qui éventuellement a 2 parents, donc pour lesquels 2 personnes différentes sont susceptibles
des démarches. Pour autant, c'est bien toujours le même enfant. Comme, je sais pas, membre de la bibliothèque municipale, ou autre. Donc, on peut avoir différents profils de l'usager et on va gérer en fait, sur l'usager lui-même ce qu'on appelle des relations, c'est-à-dire la capacité pour l'usager de faire des démarches pour quelqu'un d'autre. Alors bien évidemment, on pourrait proposer simplement à l'usager un formulaire dans lequel il nous donne un formulaire d'inscription à la cantine, par exemple, dans lequel il nous donne le nom, le prénom de son enfant, et puis terminé, le formulaire est lié à l'usager, il n'est pas lié à la fiche de son enfant. L'enfant n'existe pas en quelque sorte en tant que là pour le voilà pour quand on gère des démarches famille finalement, on a souvent on propose souvent donc cette configuration qui consiste à identifier chaque enfant en tant que tel, pour pouvoir gérer les liens avec son père, avec sa mère, pour pouvoir permettre à ces 2 parents de faire chacun de son côté des démarches pour l'enfant sans partager pour autant le même compte personnel, voilà, pour gérer tout ça proprement. De la même façon, on va avoir éventuellement plusieurs usagers qui vont faire des démarches pour Alba Management ou pour Tupinamba ou pour le centre de danse Sylvie. Donc c'est utile finalement pour la gestion des usagers de créer chaque usager, de les individualiser et de gérer leurs relations entre eux. Donc là, Claude Lévi-Strauss, s'il veut s'ajouter un enfant, il peut tout à fait. Il a un petit formulaire qui lui demande des informations de l'enfant et le nouvel enfant créé va s'ajouter à sa liste. Il s'agit d'une politique qui doit être déterminée au sein de la collectivité. Donc, lors du lancement de la GRC, on va se poser la question: qu'est-ce que l'usager a le droit de gérer lui-même comme relation? Il a le droit de se créer lui-même des enfants. Est-ce que quand il y a un enfant créé, on veut procéder à une vérification de doublon en back office ou pas? Donc est-ce qu'on veut flaguer l'enfant comme, pas encore vérifié, ou est-ce que ça nous est égal et qu'on laisse, créer tous les enfants, sans s'en occuper? Est-ce qu'on laisse l'usager créer également des organismes? Ou bien est-ce que nous on crée, par exemple si on gère les associations de la ville, est-ce qu'on gère un répertoire de ces associations? Donc elles sont créées par la collectivité dans son back office et ensuite, les usagers demandent, à être, rattachés à l'association en tant que représentant, par exemple. Donc quelle maîtrise, quelle mainmise la collectivité veut-elle garder sur chaque type, de relation? Voilà. Est-ce que, par exemple, on peut imaginer que n'importe quel usager peut se créer une entreprise et s'en déclarer, dirigeant, heu, ou pas? Ou quand l'usager crée une entreprise et s'en déclare dirigeant, on va, le laisser la créer, mais flaguer en quelque sorte, cette entreprise pour aller vérifier sur le SIRET que l'usager en question est bien dirigeant. Il y a une politique en fait pour chaque type de relation à définir, à mettre en œuvre, dans la collectivité, et le paramétrage de Citizen va refléter cette politique. Donc ça, c'est une partie non négligeable du travail initial de lancement de la GRU. C'est effectivement d'identifier les populations, d'identifier les populations d'usagers, les relations qu'elles vont avoir entre elles et les possibilités qu'on va laisser aux usagers de créer tel et tel type d'autres usagers et de relations. Alors, je vais quand même en venir à la réalisation de la démarche. Donc là, j'ai une démarche qui est réservé aux parents. C'est-à-dire que pour la lancer, je dois avoir un lien avec, un enfant. Je dois être parent d'au moins un enfant. Hem, donc c'est le fait de cibler en fait, tel ou tel type de population par démarche, ça me permet d'éviter d'avoir des démarches, finalement erronées, ou des usagers qui remplissent des démarches pour un cas qui ne s'applique pas à eux. Donc voilà, ça permet de canaliser un petit peu l'usager. Donc j'ai prévu que cette démarche, elle était dédiée, aux parents. Donc je dis, alors quand je lance la démarche, j'ai un petit peu d'éditorial, qui est, comment dire? Géré en administration fonctionnelle, donc que l'administrateur fonctionnel va pouvoir utiliser pour expliquer, quelle est la finalité de la démarche, quelles sont les précautions à prendre quand on la renseigne, et cetera. On va pouvoir également mettre à disposition de l'usager des ressources, à télécharger,
pour une notice, par exemple, ou un modèle de certificat à signer à la main ou que sais-je, et puis éventuellement un message d'avertissement. Et s'agissant d'une démarche qu'on fait en fait pour le compte de quelqu'un d'autre, on peut également proposer à l'usager de créer le bénéficiaire de la démarche si jamais il ne l'a pas encore. Là, j'ai déjà Marguerite, Laurent et Claudine. Bon, peut-être que j'ai Philippe, mon 4e enfant que je n'ai pas encore déclaré, eh bien je peux l'ajouter à ce moment-là. Alors, je lance ma démarche. Une démarche, ça consiste à… je vais passer très rapidement sur ce sujet, mais une démarche, c'est quoi? C'est une série d'étapes et à l'intérieur de chaque étape, une série de champs. Et les administrateurs fonctionnels des collectivités sont entièrement autonomes pour construire un formulaire, c'est-à-dire le formulaire se construit en identifiant les étapes et à l'intérieur en choisissant les champs. Alors, on a une collection de types de champs, donc on a des champs comme ça, composite, civilité, nom, prénom, pour recueillir l'identité l'état civil d'une personne. On a des champs composites adresse, là, pour recueillir, pareil, l'adresse d'une personne en la découpant. On a des champs listes de valeurs, on a des champs fichiers, on a des champs email, on a des champs téléphone, enfin, des champs sirène, donc toute la gamme un petit peu de champs qui peuvent être utiles pour construire vos formulaires. Des champs tableaux également. Donc là, en l'occurrence, mon administrateur fonctionnel, il a fait une première étape identité avec le nom, l'adresse et puis le cas dans lequel se trouve le bénéficiaire. Donc, on n'épilogue pas sur le cas parce qu'en fait, on n'a pas trop réfléchi au contexte de cette démarche test. Mais donc, ce que vous constatez au passage, c'est qu'on a pré-rempli les informations de ces champs-là avec les informations de la fiche du bénéficiaire et de la fiche du demandeur. C'est-à-dire Marguerite Lévi-Strauss, on sait déjà comment elle s'appelle. L'usager, il nous a dit que c'était pour elle qui faisait la démarche. On ne va pas l'obliger à recommencer à renseigner le champ. Idem pour l'adresse. Claude Lévi-Strauss, on sait où il habite. On suppose que Marguerite Lévi-Strauss habite au même endroit. Et donc, on va remplir l'adresse avec celle de Claude Lévi-Strauss s'il nous la fournit. Pour passer d'une étape à l'autre, on va gérer ce qu'on appelle des conditions de sortie d'étape, c'est-à-dire que, par exemple, en fonction du cas, ici, dans l'exemple que j'ai là, en fonction du cas, je ne vais pas aller sur la même étape. Là, mon usager il me dit « je suis dans le cas B », très bien, on va l'envoyer sur une étape qui s'appelle « vous êtes dans le cas B, faites ceci, cela ». Détailler vos ressources. Donc, j'ai un petit champ tableau, il faut que j'écrive mes ressources sur 2 ans, mais en fait, je me suis trompée, j'étais pas dans le cas B, je suis dans le cas A. Je vais aller sur une autre étape. Vous êtes dans le cas A, indiquez votre couleur préférée. Ça tombe bien, c'est plutôt plus facile. Donc, je vais indiquer ma couleur préférée, voilà, qui va être le rouge, et je vais continuer donc ma démarche. Donc, cet exemple un petit peu bêta pour montrer que nos formulaires finalement vont gérer des cas différents, ce qui permet en fait de limiter le nombre de formulaires en entrée et de permettre à l'usager de se repérer plus facilement. Si on a un même formulaire pour 2 ou 3 cas qui se ressemblent, ça évite à l'usager de se tromper en fait de formulaire quand il commence à remplir. On lui pose les bonnes questions dans le formulaire et on l'envoie sur la bonne étape en fonction de sa situation. Donc, on demande maintenant à notre usager de fournir des justificatifs. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il a des documents dans le porte-document, il va pouvoir aller les chercher donc, dans le porte-document. Sinon, il peut très bien les chercher sur son poste de travail. Pour mémoire, il est également possible d'aller chercher des justificatifs générés à la volée par flûte, j'ai oublié comment ça s'appelle le bouton, le service de France Connect, donc qui génère justement des justificatifs en utilisant les données de Amélie, par exemple, de la CAF ou de la CNAM, par exemple, pardon, ou autre. Donc, on peut mettre un petit bouton pour que l'usager soit renvoyé sur l'interface de ce service proposé par la DINUM et qui récupère le justificatif ad hoc qu'il pourra télécharger ici. Donc là, j'ai mon justificatif. Je peux fournir un autre justificatif si je le souhaite. Donc, si je veux fournir un autre justificatif, je reviens sur l'étape et allez, je vais mettre ma carte d'identité. Voilà, là, j'ai fini. Quand j'ai rempli tous les champs, j'arrive sur un résumé.
qui va me représenter l'ensemble des champs pour me permettre, le cas échéant, de les modifier s'il y a lieu. Donc là, je vérifie ce que j'ai fourni, j'ai bien mes 2 documents, voilà, ça me convient, je valide et ma demande part en back office. Donc elle va être routée, c'est-à-dire transmise au service qui est chargé de le prendre en charge. Donc on va généralement définir un service pour chaque type de démarche. Quelquefois, il y a plusieurs services pour un même type de démarche parce que, par exemple, il y a un service qui va gérer le cas A, un service qui va gérer le cas B. Donc à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle un routage thématique en s'appuyant sur cette liste de cas et on associera, pour cette démarche-là, on associera le cas A au service A et le cas B au service B. On peut aussi procéder à du routage géographique, c'est-à-dire que pour les communautés de communes, par exemple, on peut avoir des services différents selon l'adresse de l'usager, par exemple. Et donc, on va gérer en fait une table de routage qui, en fonction de la commune, du département ou de la région, donc ça c'est plutôt pour les services déconcentrés de l'État quand on est au niveau de la région, va envoyer la démarche à l'un ou l'autre service chargé de le suivre. Donc voilà, ma demande est déposée. Si je veux la reconsulter, alors je l'ai dans la liste de mes dernières demandes, hein, elle est en cours de traitement. Si je veux la reconsulter, je peux y accéder par ici. Alors on voit que j'ai un paquet de demandes déjà déposées. Et la dernière, c'est donc celle-ci. Si je me rends en back-office, je vais pouvoir retrouver cette demande. Alors, je me connecte avec ça va venir, voilà. Je me connecte donc avec un agent, alors un agent qui est en fait un chef, il s'appelle Jean Chef d'ailleurs, chef de service du service 1 sur lequel il se trouve que sont routées mes demandes qui viennent mes demandes qui viennent de ce formulaire. Donc, quand il se connecte, ce responsable, il va avoir un certain nombre de bannettes, ce qu'on appelle des bannettes. On va définir ces bannettes en fonction de ce qui est pertinent pour l'organisation du service. C'est-à-dire que là, on a mis, par exemple, une bannette avec les dossiers qui n'ont pas encore d'affectataire, de façon à pouvoir, le cas échéant, identifier facilement ceux sur lesquels justement je dois affecter un agent traitant. Dans d'autres services, on n'utilise pas ce type de bannette, mais on va par exemple avoir une bannette des dossiers arrivant à échéance ou autres, ou des dossiers transférés à un autre service, selon les processus et selon les besoins de l'organisation. Et ça fait aussi partie du travail de préfiguration finalement, de conception initiale de la mise en place de la GRC-GRE. Donc, dans ma bannette des dossiers du service, là, donc j'ai toutes les demandes qui sont arrivées dans mon service. Alors, ce qui est important, c'est que je vois, bien sûr, je peux consulter la fiche du dossier avec les documents qui y ont été joints par l'usager. Je peux télécharger ces documents sur mon poste. Enfin, je peux commenter la fiche du courrier, donc ajouter un commentaire le cas échéant, un commentaire interne si nécessaire. Donc voilà, j'ai un certain nombre d'actions sur cette fiche du dossier, mais j'ai également accès à la fiche du tiers, en fait, de l'expéditeur du dossier. Et donc là, vous voyez que ce sont les informations que le monsieur tout à l'heure avait sur son compte et que j'ai également moi en back-office. Donc je visualise les informations les coordonnées de l'usager et je visualise également ce qu'on voyait dans le front, dans le bloc mes relations, hein, c'est-à-dire la liste justement des profils distincts de mon usager au titre desquels il était appelé à me contacter. Eh bien, je les récupère ici. Donc, j'ai Claude Lévi-Strauss, il est père de Marguerite, de Laurent, de Claudine, directeur du centre de danse, président de Alba Management, etc. Et si je me mets sur son profil père de Claudine, eh bien, je vais accéder au dossier qu'il a déposé pour le compte de Claudine.
Si je me mets sur son profil, comment dire, de parent de Marguerite, j'aurai les dossiers qu'il a déposés pour le compte de Marguerite. Cette vue sur les dossiers déposés par l'usager, elle est filtrée en fonction des droits et c'est le cas dans toute l'application, c'est-à-dire qu'on définit l'instructeur, il a accès aux dossiers qui ont été diffusés à son service et pour lesquels il a l'habilitation il faut qu'il ait l'habilitation pour le type de dossier concerné. Donc, il ne voit pas les autres. Les résultats de recherche sont systématiquement filtrés. Donc, il ne voit que ce qui, entre guillemets, le concerne. Sur la fiche de l'usager, pour mémoire, hein, j'ai aussi les infos sur son compte portail avec son identifiant portail, sa date de dernière connexion et les dates de connexion, ce qui sert en particulier à donner un coup de main à l'usager quand il vous dit qu'il n'arrive plus à se connecter ou il retrouve plus sa demande ou autre. En fait, très souvent, c'est parce qu'il se trompe d'identifiant, tout simplement. Il essaye avec une autre adresse mail. Donc voilà, c'est utile de pouvoir s'assurer avec lui qu'il est sur les bonnes coordonnées. Alors, quand on est sur la fiche du dossier, puisqu'il va quand même falloir le traiter, on va l'intérêt du portail, c'est qu'on va pouvoir procéder en quelque sorte en lien avec l'usager à ce qu'on peut appeler la mise en état peut-être du dossier, c'est-à-dire vérifier que le dossier est complet et qu'il n'y a pas d'erreur manifeste dedans avant d'envoyer à l'usager un accusé-réception dossier complet et puis éventuellement de lui faire une réponse formelle, signée, etc. Donc je vais passer un peu rapidement sur la réponse parce qu'on n'aura pas le temps, mais simplement, si je veux, comment dire, adresser un commentaire à l'usager. Alors, je vais me mettre en charge du dossier pour dire que c'est moi qui le traite et puis, je vais indiquer à l'usager que, il manque, votre, permis de conduire et je vais changer le statut pour lui montrer que sa demande est en attente d'informations complémentaires. Qu'est-ce qui va se passer côté portail? L'usager, il va avoir donc, une notification, donc il va recevoir un mail qui lui dira: «Attention, il s'est passé quelque chose sur votre demande, il faut que vous vous connectiez sur le portail». Le texte du commentaire figurera dans le mail, donc il manque votre permis de conduire là, ici, par exemple et il va avoir la possibilité de compléter sa demande, donc en ajoutant éventuellement un commentaire et puis, les fichiers demandés. Je pense que voilà, on va lui mettre le RIB ce coup-ci, hop. Donc voilà, il a complété sa petite, avec les informations qu'on lui a demandées. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe en back office? Je récupère donc, je suis les échanges avec mon usager, c'est-à-dire que j'ai un petit fil d'échange avec mon usager. Il manque votre permis de conduire, le voilà et le nom de la pièce jointe qu'il a ajoutée et puis effectivement, la pièce jointe ajoutée, elle s'est bien ajoutée sur mon dossier. De la même façon, je vais pouvoir rouvrir le formulaire en modification pour que, en cas d'erreur manifeste, pour que l'usager puisse modifier un champ si nécessaire. Une fois que tout est en ordre, en fait, que le dossier est prêt à être instruit, je vais éventuellement envoyer un mail d'accusé-réception. Il est où le modèle de message? Voilà, un AR dossier complet, par exemple, à l'usager. Donc ça, je m'appuie sur des modèles qui sont gérés par l'administration fonctionnelle, qui reprennent avec des champs de fusion les infos pertinentes du courrier, donc son objet, par exemple, l'objet de la demande, le type de demande, la civilité du demandeur, le numéro de la demande, la date de dépôt et puis l'échéance, voilà. Et puis voilà, je vais envoyer ça à l'usager, donc de façon relativement fluide, on va dire, pour dans le traitement de ma demande. Une fois la demande en état, je vais pouvoir produire une réponse, la signer et la lui mettre à disposition sur le portail. Je ne vais pas dérouler tout ce process-là, de crainte de manquer de temps. Simplement ajouter, qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'échappe. Oui, simplement ajouter que
là, la demande, elle est arrivée dans le bon service, elle était directement, là où il fallait et elle a donc pu être traitée par Jean-Chef là directement. Elle aurait pu ne pas arriver dans le bon service, elle aurait pu intéresser plusieurs services. Donc j'ai la possibilité en tant que, répartiteur finalement des dossiers à instruire, de, transférer à un autre service, le cas échéant, donc de, indiquer que, c'est finalement je sais pas, voilà, le service 2 qui est en charge du traitement de la demande. Je vais pas le faire, mais je peux transférer la demande. Je peux la diffuser, c'est-à-dire la mettre en copie à un autre service également. Donc au lieu de le transférer, je vais simplement le mettre en copie et éventuellement, je peux ajouter des tâches sur cette mise en copie pour indiquer au service qui va recevoir la demande ce qu'il doit faire, tout simplement, sur le dossier. Le service destinataire de cette tâche, il pourra cocher la tâche et moi, je verrai ainsi que moi, le service principal traitant le dossier, je verrai que la tâche en question, la vérification en question ou autre, a bien été réalisée. Donc voilà très rapidement pour le canal portail, finalement, sachant que, on l'a vu tout à l'heure, la fiche de l'usager, elle reprend non seulement les dossiers portail, mais également, alors là, j'ai que des dossiers portail, il se trouve. Mauvais exemple, mais j'ai également les réponses que j'ai faites à l'usager et si j'avais d'autres types de dossiers, par exemple, si j'avais enregistré des appels téléphoniques, est-ce que je peux enregistrer dans cette config-là? Non, j'ai pas, non. Mais je peux enregistrer des courriers entrants, donc créer la fiche, d'un courrier entrant, ajouter dessus, la pièce jointe. Hem Faudrait-il encore que j'aie, des pièces jointes qui soient pas trop invraisemblables? Bon, je vais mettre n'importe quoi comme d'habitude. Donc je peux créer un nouveau courrier qui me vient, de Claude Lévi-Strauss et puis, l'enregistrer. L'enregistrer, il apparaîtra alors sur la fiche de mon usager et je pourrais le traiter, y faire réponse de la même façon que si je l'avais reçu par le portail. Si mon usager a un compte portail, je peux lui mettre à disposition, les réponses que je lui fais sur le portail. S'il n'a pas de compte portail ou si, je veux que la réponse lui parvienne par courrier, bien évidemment, je ne suis pas obligée de lui mettre à disposition sur le portail. Donc, très rapidement, un petit peu au galop, voilà comment se présente ce canal, portail qui cohabite en pratique avec les autres canaux puisque, je peux enregistrer un courrier unitaire, je peux enregistrer des lots de courriers, je peux, en fonction de ce que j'ai prévu de faire en fait, enregistrer des comptes rendus d'appels téléphoniques ou autres. Tous ces éléments-là sont liés à l'usager qui a émis les demandes et donc me permettent une vision croisée finalement de ce qui me concerne et concerne l'usager quand je l'ai au téléphone, par exemple. Et certains services, par exemple l'accueil, ont vocation à avoir une vision large des échanges avec l'usager, c'est-à-dire à pouvoir voir, par exemple, tout toutes les demandes entrantes de l'usager, mais comme elles n'ont pas vocation à les traiter, heu, on leur permet de voir effectivement toutes les demandes entrantes d'un usager, même si elles ne sont pas adressées à l'accueil, mais par contre seulement l'entête, c'est-à-dire pas le contenu, pas les documents. Donc, pour que l'accueil sache qu'effectivement, Claude Lévi-Strauss, on a bien reçu telle demande de Claude Lévi-Strauss et elle est actuellement en traitement dans tel service, mais sans pouvoir toutefois, consulter les données de la demande qui ne concernent pas les personnes de l'accueil. Voilà, donc voilà pour ce petit tour d'horizon un petit peu expéditif que je voulais juste compléter, en quelques mots sur la notion de projet de GRC-GRU, pour attirer votre attention en fait sur le fait qu'on avait des projets de dimension et d'ambition extrêmement variables en matière de GRC-GRU. En gros, il y a les dimensions qu'on va traiter, alors c'est pas très joli. Si je fais ça, je suis pas du bon côté. On va le garder comme ça.
On va gérer sur un projet de GRC-GRU un ensemble de dimensions qu'on va évidemment paralléliser et sur un pas de temps qui va, on va dire en général, ça va être un pas de temps de 3 mois, on va dire, grosso modo, pendant lesquels on va gérer donc la partie, on va prendre en compte la partie organisation, c'est-à-dire qui est utilisateur de l'application en back-office, quels sont quel est l'organigramme des services et à quels services les utilisateurs sont-ils rattachés et quels sont les droits, c'est-à-dire les types de profils. On va avoir des utilisateurs responsables, donc qui vont par exemple valider les réponses, des utilisateurs plutôt profil assistants, répartiteurs, donc qui vont affecter les instructeurs sur les demandes et qui vont vérifier que le traitement avance en fait. Et puis on va avoir des profils plutôt instructeurs, donc qui vont traiter les courriers. Comment est-ce qu'on récupère les informations? Très rapidement, simplement, donc je ne vais pas m'étendre sur les différentes dimensions qu'on doit traiter dans le lancement du projet, mais il y a cette dimension organisation identification des services et des personnes qui traitent. Il y a la dimension formulaire, donc quels sont les formulaires à prendre en compte, comment est-ce qu'on construit les premiers formulaires? Est-ce qu'on récupère des formulaires existants sur le store Citizen? Est-ce qu'on est sur des formulaires spécifiques, métiers, locaux? Est-ce que ces formulaires existent déjà en papier ou est-ce que il faut les concevoir de toutes pièces? Est-ce qu'on les construit en quelque sorte en formation-action avec les administrateurs fonctionnels de la commune ou est-ce qu'ils nous délèguent entièrement ce travail? Voilà, c'est des questions qu'on va se poser au lancement du projet. On va avoir un volet back-office. Comment sont traités les formulaires en back-office? Est-ce qu'il y a donc il y a une configuration de base, on va dire, donc les profils, les principales actions, les statuts disponibles, les types de dossiers disponibles et au-delà, on va se poser la question éventuellement, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut automatiser? Par exemple, sur certaines actions, automatiser un changement de statut ou des choses comme ça pour coller au plus près avec les process de la collectivité. Le cas échéant, on aura un volet SI métier. Est-ce qu'il y a des échanges avec des applications tierces, en fait, à mettre en œuvre? On aura bien sûr un volet technique, surtout si on est sur vos infrastructures. Le volet technique sera beaucoup plus mince si on est en SaaS, donc sur nos infrastructures à nous. Et puis on aura un volet, on va dire, habillage, cosmétique. Donc pour la partie portail, comment est-ce que les polices, les couleurs, la charte graphique, les logos, etc., on mobilise en général, enfin, en général, nos clients mobilisent leur direction de la communication pour nous apporter ces éléments-là. Voilà. Donc, on a toutes ces dimensions à couvrir en même temps. Et bon, le pas de temps, là, en gros, c'est un pas de temps de 3 semaines. Voilà. Alors, on cumule des pas de temps de 3 semaines et on arrive à effectivement une durée totale des projets qui se situe autour de qui est de l'ordre de 3 mois, en fonction, voire plus en fonction de la complexité 3-4 mois, oui. du projet. Je signale pour conclure que la dématérialisation, ça pose un tas de questions. Donc, en plus du projet, on va avoir à réfléchir, la collectivité va avoir à réfléchir, donc j'en ai parlé tout à l'heure, sur les politiques de gestion de ces populations. Donc, quelles relations les uns et les autres ont-ils le droit de créer? Quels tiers ont-ils le droit de créer? Comment est-ce qu'on les vérifie? Question aussi à se poser sur le cycle de vie des demandes. Combien de temps elles doivent rester dans l'application? Est-ce qu'à un moment on les purge, on les archive, enfin bref, qu'est-ce qu'on en fait? Quid des données des utilisateurs? Là aussi, on a les outils techniquement pour purger des choses périodiquement, pour être en cohérence avec le RGPD. C'est à la collectivité de savoir quand est-ce qu'elle veut le faire et dans quelles conditions. Donc, il va y avoir tout un tas de questions de ce type à se poser. Il va y avoir de la conduite du changement en interne, documentation et formation, pour lesquelles, bien sûr, on vous prête main forte. Il va y avoir de l'organisation, puisque la dématérialisation, c'est des actions en moins, il y a moins de saisies. C'est aussi des actions en plus, du contrôle de doublons, de l'appairage entre les tiers, de l'appui aux usagers, le formulaire de contact, les questions que peuvent poser les usagers sur le portail, il faut les prendre en compte. Donc voilà, on va avoir un petit pivot en matière d'organisation qu'il va falloir prendre en compte. Il va y avoir souvent des procédures internes d'homologation de la collectivité, donc pour la vérification de la conformité RGPD, de l'accessibilité du service, de la sécurité, etc.
il va y avoir de la communication externe. Donc, c'est un ensemble de dimensions qu'il va falloir prendre en compte en plus en plus du projet SI stricto sensu. Donc voilà, un pas de temps de 3 mois, en gros. Un volet SI qui est relativement bordé, disons qu'on a une certaine habitude des dimensions à traiter, et un volet qui engage la collectivité sur son organisation, sa stratégie vis-à-vis de ses données, sa communication vis-à-vis de l'extérieur, et qu'il ne faut donc volet qu'il ne faut pas évidemment minimiser. Voilà, je me tais enfin pour laisser leur place aux questions. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Caro, Merci beaucoup. Pour ta présentation. On a pas mal de questions, hein, Reine-Laure. Tout à fait. Préparez-vous, c'est à vous de jouer. Alors, avez-vous accès à l'API impôt particulier via France Connect? À l'API info particulier. Alors, pardon, j'entends pas bien, en fait. Excuse-moi, Reine-Laure. Et tu as dit info. L'API impôt particulier, oui. Non, on n'a pas mis en place ce recueil de données-là aujourd'hui. On a une politique de consommation effectivement des API et de recours aux API qui est assez ouverte. Donc on est d'une manière générale, dès qu'on a une demande sur l'utilisation de telle ou telle API, on la met en œuvre. Donc on utilise les API INSEE pour les infos SIRET-Sirène, pour les infos du RNA également, du répertoire national des associations. On utilise donc France Connect, mais on a eu une demande pour utiliser les infos de la CAF, le coefficient familial, le quotient familial, et on n'a pas encore de demande sur la partie impôt. Et en plus, il y a sûrement des conditions qui doivent être assez bordées d'utilisation de ces informations, mais techniquement, on est tout à fait ouvert sur ce genre de choses. Comment vérifier l'identité du demandeur et le consentement de l'usager bénéficiaire avec l'offre multi-usager? Alors, l'identité du demandeur, elle est basée sur... Alors, soit il se connecte par France Connect, donc là, on considère que on n'a rien à vérifier finalement, que ça a été vérifié, avant. À la création du compte, il y a une validation à la création du compte sur Citizen directement, donc sans passer par France Connect. Il y a une validation du compte, c'est-à-dire que l'usager crée son compte avec un mail et on lui envoie un mail à cette adresse pour qu'il puisse valider le compte en question. Après, si on veut s'assurer de l'identité effective de l'usager alors qu'il a créé son compte hors France Connect, il faut mettre en place un recueil de justificatifs d'identité dans les démarches qui le justifient. Et en général, quand on fait ça, je précise quand même que quand on recueille des justificatifs d'identité, souvent les clients nous demandent de mettre en place une suppression spécifique de ces infos-là. Donc, dès que l'identité a été effectivement vérifiée, on supprime le justificatif d'identité par souci de confidentialité finalement de ces justificatifs vis-à-vis de l'usager. On peut très bien décider qu'on ne va pas les conserver. D'accord. Y a-t-il un lien avec Aidant Connect qui sécurise par un mandat l'intervention d'un tiers pour le compte du demandeur? Pas encore, mais c'est quelque chose qu'on étudie. Dans le cadre notamment des démarches de la sphère sociale, santé sociale, donc MDPH, APA, etc. Y a-t-il une interconnexion possible avec une application métier pour éviter une double saisie? Tout à fait. Alors évidemment, le sujet des interconnexions, il y a autant de sujets que d'applications métiers, et même plus parce qu'il y a autant de sujets que de paramétrage des applications métiers. Donc, on a une offre de web service SOAP que les applications tierces peuvent appeler pour récupérer les infos de Citizen, sur une application qui est déjà présente au sein de la collectivité et que vous avez acquis auprès d'un gros éditeur. En général, l'éditeur ne va pas s'embêter à appeler nos web services, c'est le contraire qui se passe. Il a lui-même une offre de web service et nous allons appeler ces web services pour lui fournir des informations ou pour récupérer des informations auprès de lui. Mais c'est une gymnastique qu'on a l'habitude de pratiquer.
le seul cas où on est coincé, c'est quand l'éditeur en face ne veut pas échanger d'informations pour des raisons contractuelles. Quelquefois, le module peut exister, mais il n'a pas été souscrit, ou bien le module n'existe pas parce que c'est pas la politique de l'éditeur, et donc il n'y a pas moyen d'échanger avec l'application tierce. Mais notre politique à nous, c'est une politique d'ouverture. Y a-t-il des limitations de stockage pour le porte-document? Alors, c'est une colle, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. Limitation, stockage. Y a-t-il des fonctionnalités de RAD disponibles sur le dépôt des pièces? Alors, non, pas pour l'instant. Alors en fait, non, en fait, il n'y en a pas. Aujourd'hui, sur le courrier, sur la numérisation du courrier, l'enregistrement du courrier, on fait de l'OCR à la volée pour renseigner, pour faciliter le renseignement des champs de la fiche du courrier. Mais en fait, il ne s'agit pas de l'ADRAD au sens où c'est l'instructeur qui va sélectionner la zone la zone adéquate sur le courrier et récupérer le texte, et non pas attends, j'arrive. Et non pas récupérer les informations ne vont pas être récupérées en fonction de leur place sur le courrier, comme on peut le faire sur des courriers structurés, des factures ou autres. Là, pour l'instant, on n'a pas ces moyens-là. Comment ce point d'entrée unique pour l'usager peut s'interfacer avec des SI métiers, portail famille, dématérialisation des demandes d'urbanisme, billetterie piscine, etc. Alors, c'est une question qui se rapproche un petit peu de la question sur les échanges avec les applications de métiers de tout à l'heure. Peut-être ça permet de compléter en indiquant que donc non seulement on peut mettre en œuvre des échanges avec des SI métiers via des API SOAP ou REST dans lesquels on est soit fournisseur, soit consommateur d'ailleurs, hein, c'est vraiment ouvert. Mais on peut également mettre en place utiliser les identités fournies par un autre portail, le cas échéant, donc de manière à fédérer les identités pour que l'usager n'ait pas à se connecter plusieurs fois sur les différents portails de la collectivité s'il y a lieu, enfin sur les différents services en ligne de la collectivité s'il y a lieu. Donc, on peut le faire en tant que consommateur des identités fournies, et on a également en roadmap à court terme le fait de pouvoir utiliser Citizen comme fournisseur d'identité pour les autres portails. Donc, dans l'autre sens, voilà, d'être l'échelon fédérateur pour les identités. Est-il possible d'enregistrer automatiquement les appels en se pluguant sur le système téléphonique? Alors, il est possible. Alors, il est possible de mettre en place un connecteur avec le PABX, enfin avec l'autocom, enfin le système de téléphonie. Un prototype a été réalisé il y a quelques années. On ne l'a jamais mis en œuvre chez un client. Donc voilà, la réponse c'est possible. C'est pas fait aujourd'hui en production opérationnelle chez un client. Est-il possible de lier deux formulaires distincts sans avoir à les dupliquer et générer deux tâches distinctes en BO? Oui, absolument. Il y a beaucoup de... le travail sur les processus métiers et sur la gestion de demandes complexes, ou en tout cas de demandes par étapes, c'est un travail qu'on fait souvent au fil de la vie du portail, c'est-à-dire que les collectivités ajoutent des nouveaux téléservices, et dans certains cas, on a des sujets qui sont complexes. Par exemple, on a une demande qui couvre une demande de départ d'inscription en stage de vacances qui comprend l'inscription à plusieurs activités. Et donc, à partir de cette demande, on va automatiser la génération de plusieurs demandes unitaires, une par activité, chacune envoyée dans le service qui gère l'activité, sur lequel on va récupérer donc un statut, donc une réponse par activité, les consolider au niveau de la demande globale. Donc c'est des choses qu'on fait
alors notamment c'est des choses qu'on fait par exemple assez régulièrement avec la communauté urbaine du Grand Poitiers, qui est assez féru de ce genre de choses. Et donc à chaque fois, c'est un petit projet à part entière. Hein, c'est un petit projet qui va nous prendre. Il faut définir ce qu'il faut faire et le mettre en œuvre. En général, une livraison applicative n'est pas nécessaire, donc c'est du paramétrage. Et on va avoir 5 ou 6 jours de charge pour mettre en place quelque chose qui colle vraiment à un processus très personnalisé, à la fois pour l'usager et pour le back-office. Pour les appels téléphoniques, est-il possible de procéder à un enregistrement simplifié de l'usager? Parfois, on ne dispose pas de l'ensemble des informations, nom, prénom d'un usager. Alors ça va dépendre de la configuration, de fait, c'est-à-dire de ce qu'on rend obligatoire ou pas obligatoire dans la fiche de l'usager. Si vous avez rendu l'adresse postale obligatoire, vous allez effectivement être un peu embêté pour enregistrer des contacts à la volée dans le cadre d'un appel téléphonique. Donc, si l'application a vocation à être utilisée dans ce contexte, il faut en tenir compte dans les caractères obligatoires et facultatifs des différents champs. Et c'est quelque chose qu'on définit lors du paramétrage initial. Êtes-vous interfacé avec Astre GF ou GS de GFI pour les infos financières et pour les dossiers de subvention? Nous ne sommes pas interfacés avec Astre, nous sommes interfacés avec c'est pas la question, mais nous sommes interfacés avec Grand Angle de CGI, mais pas à ce jour avec Astre. Et comme toujours sur les interfaces applicatives, on est complètement ouvert à l'utilisation des API d'un autre éditeur si l'occasion se présente de mettre ça en œuvre. De mettre ça en œuvre, oui. Votre hébergement est-il HDS? Dans le cas général, non. C'est-à-dire que notre hébergement de base n'est pas HDS. Par contre, on a une offre d'hébergement HDS, oui. Oui. Êtes-vous interfacé avec le logiciel Yodas pour l'intégration des dossiers sociaux? Voilà, Caro a répondu avant. Alors, oui, alors, on est... c'est plus compliqué que ça. On est... comment dire, on travaille en lien avec la CNSA pour la mise en place des interfaçages, enfin des démarches en ligne finalement sur un périmètre qui s'étend progressivement, donc qui a commencé par les démarches MDPH qui doit s'étendre à l'APA puis à d'autres demandes. Donc à un bout de cette chaîne, il y a les éditeurs de portail, à l'autre bout, il y a les éditeurs effectivement d'outils métiers pour le social, dont GFI, enfin dont Inetom pour Yodas et dont ArchMC2 pour Solis. Donc par ce biais-là, on a des spécifications communes sur lesquelles on a effectivement mis en place l'interface MDPH. Elle n'est pas en production. Donc autant on a des clients qui sont en fin de validation pour passage en production pour un interfaçage avec Solis, autant on n'en a pas encore qui sont dans le même cas avec Yodas, sachant que Inetom pousse beaucoup sa brique portail, y compris contractuellement, c'est un peu difficile de sortir de l'utilisation de cette brique-là. Et voilà, c'est ce qu'on a compris du contexte. Donc on a de fait moins d'ouverture de ce côté-là qu'avec le concurrent. Mais encore une fois, sur le principe, on a fait les travaux d'interfaçage pour la partie MDPH et donc le reste à suivre. Alors, il y a une autre question, toujours en rapport avec l'interfaçage avec d'autres éditeurs. Est-ce qu'il existe une liste des éditeurs avec qui l'outil est déjà interfacé? Non, mais on peut la faire. Voilà. Enfin, je veux dire, je l'ai pas. Voilà, c'est pas quelque chose qui existe, mais en tout cas, c'est réalisable sans problème. On peut vous faire passer ça avec le suivi de présentation si vous souhaitez. Et il reste une question, je crois. Oui, mais je voulais finir sur les interfaces, comme du coup, on était sur le sujet. Une dernière question, quand l'usager crée un compte avec son mail et que par la suite, il décide de passer par France Connect, est-ce que cela crée un deuxième compte? Quand une personne a créé un compte interne et se crée un compte avec France Connect avec le même mail, les comptes sont réconciliés. Oui.
Est-ce que ça fusionne pas les infos Les comptes sont réconciliés. Si le mail est le même. Oui. Oui. Alors, si le mail n'est pas le même, on n'a aucun moyen de savoir que c'est que c'est la même personne, par contre. Voilà. Après, il y a une gestion des doublons. Donc, il y a des fonctionnalités qui permettent, quand on a repéré donc de rechercher des personnes qui ont le même nom, le même prénom, et de les migrer, le compte de l'une sur l'autre, le cas échéant. Merci beaucoup. Nous arrivons au bout de toutes ces questions intéressantes. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous les envoyer à contact@efalia.com. Nous transmettrons donc soit à Vincent, soit à Caroline. Et puis, nous vous remercions. Merci Vincent, merci Caroline. Merci à vous. Nous vous ferons merci passer... aux personnes présentes et puis ainsi que vos questions qui étaient pertinentes. Nous ferons Merci. passer les à bientôt, merci ainsi beaucoup. que le replay prochainement. Et puis, à bientôt pour un nouveau webinaire. Avec plaisir, à bientôt. Bonne journée à toutes et tous. Au revoir.